Donc, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire qui va nous permettre de vous présenter le programme de travail infrastructure de recherche du programme Horizon Europe. Donc, le webinaire est enregistré et vous pourrez d'ailleurs le voir en différé ou en replay bientôt sur le site Horizon Europe du ministère. Tous les participants, sauf ceux en fait qui ont un compte Microsoft Teams, c'est ce que je vois, ont leur micro coupé et leur caméra coupée. Voilà. Et donc, pour poser vos questions, je vous remercie d'utiliser le chat. Donc, pendant la présentation, je regarderai les questions. On essaiera d'en poser une partie après chaque partie et on laissera un temps à la fin pour les questions. Voilà, le plan de notre webinaire, donc une petite introduction où on va vous présenter le dispositif et surtout, puisque c'est l'objet de ce webinaire, les PCN pour la France pour le programme infrastructure de recherche. Ensuite, nous avons l'honneur d'avoir deux représentantes de la Commission européenne, donc une de la DG Connect et une de la DG RTD, qui vont nous parler plus généralement du programme et des orientations stratégiques de notre nouveau programme sur les infrastructures de recherche. Et ensuite, on rentrera avec deux PCN dans le détail du programme, les destinations et les futurs appels. Et ensuite, on fera une petite séance de questions. Donc, voilà. Donc, au niveau du ministère de la Recherche, nous avons, à l'occasion du nouveau programme Horizon Europe, un nouveau dispositif d'accompagnement, d'information sur le programme de recherche et le programme infrastructure de recherche d'Horizon Europe. Donc, en fait, nous avons des représentants français dans toutes les configurations des comités de programme. Donc, pour le programme infrastructure de recherche, c'est Elena Hofer, que vous voyez normalement à l'écran puisqu'elle a sa caméra activée, qui est donc représentante au comité de programme. Elle est chargée d'animer et de constituer des GTN, qui sont les groupes thématiques nationaux. Ça, c'est en cours, ça se fait sur invitation. Et ensuite, nous avons les points de contact nationaux. Donc, je suis moi-même Pascale Delbourgo, la coordinatrice du point de contact national pour la France. Donc, bonjour. Et puis, nous avons Hélène Veillard, qui doit avoir activé sa caméra et que vous entendrez pour la dernière partie. Et puis, Amadou Mané, que vous voyez aussi à la caméra et qui parlera aussi des destinations tout à l'heure. J'ai oublié qu'en représentant au comité de programme, il y a deux personnes qui accompagnent Elena, donc moi-même en tant qu'experte et Volker Beckmann, qui est aussi au ministère de la Recherche et que vous voyez peut-être à la caméra. Donc Volker, qui est voilà, le voilà, qui est expert avec nous et qui est en particulier l'expert EOS, qui est c'est en cela qu'il est aussi avec nous et qui pourra répondre s'il y a des questions sur EOS. C'est notre expert sur cette partie. Donc voilà, ça c'est pour le réseau. Et ensuite, les points de contact nationaux sont accompagnés, ça c'est une nouveauté pour ce programme, de relais Horizon Europe. Et pour être relais Horizon Europe, c'est-à-dire être informé et puis informer aussi son institut, son université, son laboratoire, etc. Vous pouvez vous inscrire et ça, les inscriptions sont sur le site Horizon Europe du ministère de la Recherche. Vous pouvez directement vous inscrire comme relais Horizon Europe sur plusieurs programmes de travail d'ailleurs. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire en introduction. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Et je vais laisser la parole à Elena qui va vous faire une petite introduction générale et qui introduira également nos invités de la commission. Elena, je te laisse la parole. Merci Pascal. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Elena Hofer, représentante au comité de programme pour la France, donc comité de programme infrastructure de recherche. En même temps, je suis déléguée pour la France au Forum ESFRI
et je suis membre de l'executive board de l'Esprit. Donc, je suis au courant un peu de tous ces dispositifs nationaux et européens en tout ce qui concerne l'infrastructure de recherche. Et donc, aujourd'hui, c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir dans ce webinaire dédié aux infrastructures de recherche dans Horizon Europe. Comme vous savez, Horizon Europe est un grand programme de l'Union européenne doté de 95,5 milliards d'euros pour financer la recherche et l'innovation en Europe jusqu'en 2027. Et avec ces trois piliers, Horizon Europe se situe dans la continuité du dernier programme Horizon 2020, en accentuant son côté stratégique. Les infrastructures de recherche se trouvent dans le pilier 1, excellence scientifique, qui est doté d'un budget de 25 milliards d'euros et qui est consacré à la recherche fondamentale. Et donc, le budget dédié aux infrastructures de recherche dans Horizon Europe s'élève à 2,4 milliards d'euros sur 7 ans. L'objet de notre webinaire est de vous présenter comment vous pouvez bénéficier de ces fonds qui s'adaptent aux besoins des infrastructures de recherche et de vous orienter dans les premiers appels à projets qui seront publiés dans les jours à venir. Tout d'abord, j'aimerais donc vous rappeler la définition des infrastructures de recherche pour que nous partons tous de même base. Et ensuite, je vous présenterai nos invités, premiers intervenants, et je laisserai la parole aux intervenants. Donc, les infrastructures de recherche sont les installations, les ressources et les services associés les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener de recherche dans ces domaines de compétences. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, telles que le CRID, les infrastructures de calcul, les logiciels, les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être distribuées. Maintenant, j'ai l'honneur, comme on vous a dit, de vous présenter nos invités et nos premiers intervenants. Comme vous savez, le programme Infrastructure de recherche est coordonné par deux directions au sein de la Commission européenne, DG-RTD et DG-Connect. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre webinaire les représentantes de ces deux directions de la Commission européenne. Donc, Madame Roberta Zobi, l'adjointe au chef de l'unité gouvernance et mise en œuvre de l'espace européen de recherche au sein de la DG-RTD, et Madame Lina Munari, l'adjointe au chef d'unité e-infrastructure et Open Science Cloud au sein de la DG Connect. Et donc, je vous passe la parole, mesdames. Et oui, donc j'ai oublié de vous dire un petit détail. Les présentations seront en anglais, mais vous pourrez après poser les questions en français parce que nos chères invités, elles parlent parfaitement bien français, donc elles pourront même vous répondre en français. Donc, Roberta, je te laisse la parole. Can you hear me? Yes. Okay. So good morning to everybody. It's thank you very much, Elena. Thank you very much, Pascal. It's my pleasure to be here today. It's one of the first info days on research infrastructures. You are even anticipating the adoption of the work program. So what we are saying today from the side of the Commission is still under a sort of caveat that the work program is adopted as expected on the 15th of June, and immediately after the calls will be published. Let me see if I can present my slides. Can you see them? Yes. Yes. They're in presenters mode though. Okay. So, Elena has already said many of the things that I wanted to say. First of all, what are research infrastructures? Actually, let me highlight the fact that at European level, we consider research infrastructure those facilities that provide access to external users. So it is not only a lab, but also the research capacity of these facilities has to be accompanied by the fact
of providing access to researchers, being them from the academic world or from the industrial world. As Elena was saying, the research infrastructure program is under Pillar 1, so excellent science, but with a budget of 2.4 billion across the 7 years. But the fact that we are under Pillar 1 doesn't mean that the research infrastructure is only serving excellent science purposes. The idea, and in particular this is relevant for research infrastructure, we consider our facilities as real enablers for what will happen under Pillar 2 and under Pillar 3, because research infrastructure will have to support the research capabilities and the research projects which are funded under different pillars. So in the research infrastructure program, we do not support research projects, but we really want to make sure that unique and fundamental facilities for researchers are made available to achieve the objectives of the other part of Horizon Europe, and of course not only. In designing the First Work Program, of course, and the First Work Program is also the results of very long constructive discussions with the member states. Elena is delegate in the program committee, and in the last 8-9 months, regularly we have involved the member states in really defining the strategy for the program, and then also the definition of the objectives at the level of the topic. So this is the First Work Program is really the results of what we call in the Commission a co-creation process that has seen the involvement of the member states and also of major stakeholders. So, of course, in designing the First Work Program, we have taken into consideration the new narrative of Horizon Europe and more broadly the new priorities of the Commission von der Leyen. Actually, there are two major priorities, which are the greening and the digital transition that are well reflected in the First Work Program. And of course, with the COVID situation and the development of the recovery plan, the program has also embedded the objectives linked to health research and of course to the capacity of our society to recover from the COVID situation. And another important element in defining the priorities for the First Work Program is the work of ESFRI. Elena is also delegate in ESFRI, and she has mentioned the fact that what we do in the framework program and what is done by the member states in the context of ESFRI are very well aligned. So we have taken into account some key messages that were provided by the member states in ESFRI, in particular the fact that research infrastructures remain an important pillar in the European research area, is one of the biggest success story of the previous European research area, and in the future we do expect research infrastructure to play even a more relevant role in driving research capacity in Europe. Another important message is in relation to the fact that investments for research infrastructure are key. And of course, from that point of view, at the level of the framework program, we do not support the construction of research infrastructure, of new or
upgrading existing research infrastructures, but what we do is we provide the member states with evidence in identifying priorities for future investments. Research infrastructure are becoming also important innovation hubs, and you will see in the first work program that higher technology readiness levels are also referred to in many of our topics. Another important issue is the coherence between the different levels, European level, national level, and regional level when we speak about research infrastructure. And actually, the alignment of the priorities is important. We want to continue and we want to make sure that we have a well-functioning European research infrastructure ecosystem with no duplication of efforts, with alignment of priorities. And of course, open science, fair data is another important priority. So on this basis, the policy context, the new commission, the role of the member states, the input from the stakeholders, we have developed a strategic orientation document that was agreed with the member states that will cover the first 4 years of the research infrastructure program. And actually the orientation document provide the broad orientations that will be that have been and will be also for the second work program cycle the reference for future topics. Of course, as I said, the European landscape, the European ecosystem of research infrastructure is one of the priorities. You will see there are many topics addressing the well-functioning of our research infrastructure ecosystem. EOSC is also a priority. You will see the main novelties because EOSC from now on will be implemented through a co-program partnership, but also the high capacity network is in continuity with the past that remains a priority in this work program. An important aspect is the fact that we want to put a research infrastructure, in particular the services they provide, at the service of the digital transformation and the greening of our society. So from that point of view, we have shifted from a pure scientific approach that was the case in Horizon 2020 to an approach that takes into consideration the, let's say, policy priorities and policy objectives of the Commission. Nevertheless, frontier research remains an important priority, in particular in areas where there are no so clear links with other broader policy objectives. And then the international dimension, of course, remain an important aspect. So the main novelties, Amadou probably in presenting the different destinations will highlight topic by topic these novelties, but as I said, there is a new approach based on the impact-driven narrative of Horizon Europe. So you will see several topics explicitly addressing challenges at European level. This is the case for example, services to support health research, in particular in the area of cancer, or to address infectious diseases, services to support sustainable materials and climate change, services to support sustainable agriculture. So there will be very specific topics linked to policy priorities. The work program, the first work program under Horizon Europe will put a much stronger emphasis on access provision.
This is covered by a whole destination, and there we are looking for higher level of integration also among different research infrastructures. So the idea behind the approach is to really make sure that through our program, research infrastructure can develop and design broad portfolio of services. They can bring together complementary expertise. They can make sure that all different technology readiness levels are covered. So we do expect, in particular under the destination for the provision of services, higher level of integration among different research infrastructure, complementary research infrastructures. And another novelty is that we have now specific topics addressing the provision of services, which are separate from topics devoted to the development of research infrastructure, technologies, and scientific instrumentation. EOSC, as I said, will be implemented through a co-program partnership, and there is a strong emphasis, stronger of course than in the past, on the deployment and consolidation of EOSC related activities. And of course, as I said, the functioning of the European research infrastructure ecosystem remain a priority, and from that point of view, activities like preparatory phases, design studies, individual support to research infrastructure will remain as it was the case in Horizon 2020, and of course we will develop together with the member states priorities in these regards. All these will be achieved through calls and topics which are included in 5 destinations. I will leave Amadou to present the 5 destinations, and I think with this I pass the floor to Lina for the second part of this destination. Thank you very much. Thank you very much, Roberta. I will try to share the screen. Good morning from my side as well. Just a few seconds that I will open what I need to open. Just a few seconds. Thank you very much, and thank you, Roberta, for giving the overall context. Just let me know if you can see the presentation. Not yet. Not yet. We see your desktop. We see your MS Teams. Oh, fantastic. Now it works. Yes. Well, it works. Okay. Yeah. Good. Okay. Let me try to go back to the slide. Okay. And can you see the full slide as well? Yes. Presentation mode. Yes. Okay. Yes, it's okay. Very good. Thank you very much. So I'm deputy head of unit in the unit. Actually, apologies from my side. I have in my first slide, it says that my unit is called E-Infrastructures and Science Cloud, which was its name until very recently. We actually a little bit have modeled the name and of the unit, not so much that it's the organization around it has changed, but these days our unit is called Digital Modeling and the Science Cloud. Just to emphasize a little bit the fact that we are still, of course, in charge of the e-infrastructures and DG Connect, but we also have other policy priorities that are within our remit of our unit, and I will go through it. That's in particular the Destination Earth initiative, as you know, which is the new initiative Commission has put in place through the Digital Europe program mainly, but there are some repercussions also for the Horizon Europe program. So I will go briefly over those as well. So
first of all, I mean, this is a question that a lot of people have been asking over the couple of years and are probably still asking. So I just wanted to sort of go a little bit over a few things about EOSC that, of course, I know the honorable members of the Research Infrastructures Committees who are also present in this meeting can and have been explaining to you. But just to give a little bit of an overview of what is EOSC. So it is a process. You know, we see it's a process to accelerate open science, fair data management, and use of digital methods and services for scientists and researchers. Obviously, to stimulate the cooperation in science and research for new insights and innovations, and in order to aim to higher research productivity and improved reproducibility in science. EOSC is also an open, trusted federation of infrastructures. In order to access the existing research infrastructures in Europe in a federated way, and to enable these days, I think, around 2 million European research to store, share, process, analyze, reuse, research digital objects, which we see in a very large sense, data, publications, software, you name it. EOSC is also an evolving ecosystem, so it brings together the commission. Yes? Lina, yes. You are still on slide 1. Am I still on slide 1? Okay, yes. Because for some reason I am wait a second. Thank you for interrupting me because I see a slide. Okay, sorry for that. And now we are on this one. Do you see the presentation mode? Yes. Yes, okay, sorry for that, because it's a very minimal size on my screen. I was going through a very big slide with a very big screen, but unfortunately I tried to peek through the small ones. Sorry for that. So just, you know, not to keep you for longer, you get these slides later. But I just wanted to show you the sort of a conceptual design of EOSC, that it's not a project, it's not one single shot on, it's not something for some people only. It is a process. It is a truly tangible, open, trusted federation of infrastructures. And it's also on evolving ecosystem. So bringing together the Commission, the governments, and the many research and innovation area stakeholders that are involved in the European research area, and beyond, of course, with international cooperation taken into account, and it's co-created through across European, national, and institutional levels. So EOSC in the new European research area. So obviously I need to try to find a way of make the slide a little bit bigger for myself. Wait a second, I see if I can do it. It's a year into working online, and we are still trying to figure out how these things work. Just a second. Look, what I will probably do, sorry for this, I have to turn off my own camera because I can get on a bigger screen when I'm on my additional screen. So you won't see me, you just see the beautiful landscape of my native country that you can dream on at the background, but you don't see my face. So this is probably the solution that I can offer for you. So the EOSC in the new research European research area. I don't go through, you know, Roberta already gave some indications, and you've been involved in this and probably following the policies out of it. I just wanted to make just to indicate that EOSC is very firmly part of the European research area, and it's one of the key actions on the ERA roadmap. So the aims are to launch via the Horizon Europe program a platform for peer-reviewed open access publishing, that you've probably heard about it, the open access platform, and then ensure the European Open Science Cloud that would offer definable, accessible, interoperable, and reusable research data and services, which we sort of have this working name of Web of Fair Data and Services for Science and Research, of course. And here I want to emphasize also the fact that this is not the European Commission doing for you. We are putting in the enabling environment for this to happen. But it's down to every single researcher and the scientist and everybody who want to contribute to do their part, because we know that the fair data doesn't happen by magic. You know, people have to learn the principles. They have to learn how to work in these digital environments, and therefore, I mean, I want to emphasize this message that it's really for us all to make this happen and make sure that we are aware of these priorities and take it also part of our everyday working practice.
At the Connect site, you've heard, of course, about the data strategy. EOSC is also part of it. It was published, the data strategy, last year, February. The main idea is to create a single market for data by setting clear and fair rules on access and reuse of data. This, of course, goes across all kinds of data, not only research data. Investing in next generation standards, tools, and infrastructures to store and process data. To join forces also in the European cloud capacity. You've heard about the Cloud Alliance. You heard about these processes that are being put in place. There are, of course, the national led initiatives like GaiaX, but the European Cloud Alliance, which is in making, is sort of our European level complement to it. Big, of course, deliverable of the data strategy is to pool the European data in these key sectors with the EU-wide common interoperable data spaces. And this is, of course, part of the Digital Euro program. This is where the main data spaces development or support to it will be funded. But just to highlight the fact that the EOSC is also, of course, mentioned as a data space, and that is the only cross-cutting data space for research and innovation. So EOSC is firmly part of the European data strategy as well. The communication from last year says that it's the basis of science, a research and innovation data space that will bring together data resulting from research and deployment programs and will be connected and fully articulated with the sectoral data spaces. So we are starting this work. Again, hold your breath. It's obviously not there from the day one, but there is a firm intention to connect these, and also we have some work foreseen to prepare for it already in the projects that we are funding and the projects that are starting from still previous Horizon 2020 work program, namely the big EOSC Future project that has started on the 1st of April and has some elements already on seeing how the science use cases can be linked to the wider ecosystem of these data spaces. So EOSC, just a few lines. Roberta also referred to the co-program partnership of EOSC. I will not go through this. This is just for you to give the political context, which has changed. So we call it, EOSC phase 1 for the sort of intermediate period of 2018 to 2020, which was launched by the event in Vienna and the declaration, and there was the interim governance that was put in place to executive board of EOSC and governance board of EOSC. We can call it in a way of prototyping. It was the preparation phase with a lot of grants already contributing towards EOSC. And now in this phase 2, we have reached the first goal of the previous phase, which was to set up the co-program partnership so that we can start co-programming the next 7 years. And this is an important step, even though we're still talking about, of course, separate funding from Horizon Europe and the in-kind contributions from the member states in this EOSC phase 2. But it's very, very important that we have this framework where we can actually jointly, together with the stakeholders, plan the activities, see which is complementary, rather than operating on or maybe a bit more restricted base of following more narrow-based research agendas or stakeholder agendas. So we have this partnership is going to be signed at the end of this month, 23rd and 24th of June, if I'm not mistaken, the days of the Research and Innovation Days, which are organized by DG colleagues and DG R&I, and Connect is also joining in some of the sessions. So the partnerships will be signed then. And one important thing is the strategic research and innovation agenda, which always accompanies these partnerships. There are 48 of these partnerships in different areas that will be signed, and EOSC is one of them. It's the only sort of really truly cross-sectoral one in a way, and that's why also probably quite challenging. And this RIA, as we call it, the Strategic Research and Innovation Agenda, contains already a lot of identification of the gaps and the needs that the community and over the next 7 years will need to be taken into account in order for EOSC really to become operational. But this RIA is also not a fixed document; it's a rolling document, which will be also adapted, of course, by the time as we go about it. So it's important that you are probably aware of this strategic research and innovation agenda and follow it, and also take it into account, but also propose through your national structures how this should be developed further.
And then there is the new governance setup. It is again tripartite, like it was in the previous period. It is increasingly stakeholder driven. Again, there is still the steering role maintained by the Commission, of course, because there's this formal way of managing the partnership, which is the European Commission signs this memorandum of understanding together with a newly established EOSC association, which started operations in December. So this is the main interlocutors. The member states are represented through a steering board, and they have in this EOSC tripartite governance, and they have representatives also in the EOSC partnership board, which will be the sort of the forum to discuss the progress and the next steps. Moving on from EOSC, as I said in the beginning, and also Roberta was highlighting, starting her presentation, referring to the twin green digital transition, which is really the sort of current mantra. And we all, I think we are very much behind this agenda. We understand these are the two complementary and not conflicting elements that really will take us to the next area, with or without COVID. This would have been, but now in these days, sort of, we hope post-aftermath, not yet in the aftermath of COVID, but we hope that we are sort of seeing the end of it. We understood how important really these both elements are for not only for Europe, but for the entire world. So you might have heard of Destination Earth. It's a new initiative of the Commission aiming to develop a digital twin of the Earth, composing of a core platform which will carry on the HPC processing capacity, the AI elements that are sort of currently lacking from this modeling area at the really large scale. What is interesting for you in this constellation, and why do I bring it up, is that the Destination Earth and the digital twin of the Earth will not be a single digital twin. It will be composed of several ones, more thematic ones. And from the Digital Europe part of the work program, we are currently going to fund in this coming period 2 digital twins worth about 30 million euros each, one on climate change adaptation and another one on the extreme events, so geophysical and weather-induced events. So of course those provoked by like storms and hurricanes, but also other ones like volcano eruptions, or then to bring this modeling, which is already existing capacity in Europe, but to another level in terms of precision and how it can help not only experts, but in particular non-expert users and policy users in order to make more reliable predictions on the decisions that need to be taken on basis of this modeling. So why is it interesting for you is that in the current work program, we also have foreseen this instrument or tool of digital twins for the research infrastructures communities in order to see this cross-sectoral development for digital twins that could contribute also to Destination Earth. There is a link to it. But in the context of research infrastructures, we really wanted to bring it to the digital twins are actually all over the place. It's not a new invention to start with, but we wanted to bring to DISCO because we think that this is also quite the sort of mature area where many research infrastructures could start working together to have this modeling capacity, pooling these resources and having sort of new ways of doing research and contributing also to the policy objectives and other objectives that the research serves in the longer term. So there is a specific topic on this in the work program. And then I would like to conclude with just one slide on the digital decade, which is the new communication from the Commission, which is setting the digital targets for 2030. This week was the week of Digital Assembly. I'm not sure if any one of you followed it. Very high level talks on Europe's digital decade. At this point, there is this digital compact that the Commission has proposed to go as a basis of reaching the targets by 2030. These 4 main elements are in it. And I just wanted to highlight the part of the secure and sustainable digital infrastructures, because we know that from research infrastructures part, we fund also the connectivity for research and education networks,
currently through the GEA network, which has both the internal sort of EU element for a collaboration and networks connectivity within EU, and then of course the external dimension of it. So I just wanted to highlight, in terms of really the high-level policy context, that this secure and sustainable digital infrastructures are really firmly established, not only in this area on research and education networks, but it's really part of Commission strategy for the next for this digital decade. So I'll leave it to this, and I'm happy to take any questions if there would be, and probably turn on my camera as well so that I can get off this mode. So thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Lina et Roberta. Bon, en fait, on est assez en retard sur l'horaire, mais il y a une seule question peut-être. Il y a beaucoup de questions auxquelles on pourra répondre nous-mêmes, donc on ne va pas vous embêter avec. Mais il y a une question qui revient assez souvent, qui est plutôt peut-être pour Roberta. Il semble qu'il y ait beaucoup moins d'appels infra, IA et CERN dans Horizon Europe que dans H2020, alors que c'était un instrument permettant de faciliter l'intégration des infrastructures de recherche. Quelle en est la raison? Peut-on espérer plus d'appels dans le futur? Bon, merci, ça c'est la question de Paul. Merci pour cette question. J'essaie de parler français, mais peut-être je vais vite passer à l'anglais parce que je n'ai pas toutes les terminologies techniques. Mais bon, ce que je voulais passer comme message, et peut-être quand les topics ils vont être présentés dans les détails, c'est le fait que oui, on a changé l'approche, mais les activités qui étaient couvertes par les integrating activities sont toujours là. C'est-à-dire, dans la partie destination serve, so infra-serve, où le focus est dans la provision de services, les infrastructures de recherche peuvent définir leur modalité de travail. Il y a sûrement cette possibilité de couvrir des coûts pour l'intégration, pour la customisation des services qu'ils vont offrir, pour les activités de coordination entre les réseaux, entre les infrastructures de recherche. Donc, une bonne partie des activités qu'ils étaient couvertes dans le passé par les integrating activities sont là. Par contre, les joint research activities ont été séparées par de la provision des services et le point de vue des budgets. Les deux parties plus importantes du budget du programme infrastructure de recherche Horizon Europe sont destinées proprement à InfraServe, c'est-à-dire Access Provision and Service Provision, et aussi le développement de la nouvelle instrumentation scientifique. Donc, toutes les activités sont là. L'approche est un peu différente. Après 20 ans de support aux infrastructures de recherche, on considère qu'on peut commencer à capitaliser sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'on demande aux infrastructures de recherche aussi de se focaliser pas seulement sur les activités d'intégration, mais aussi sur les services à fournir à la communauté scientifique. Voilà. Merci beaucoup, Roberta. Alors, en fait, comme on a un programme encore avec Amadou et Hélène, on va vous remercier parce qu'en fait, dans les questions qui ont été posées, la plupart, on pourra y répondre à la fin et on y répondra. Si vous devez nous quitter, on y répondra, mais après. Et merci beaucoup pour EOSC aussi. Et il y avait une question sur EOSC auquel Volker a pu répondre. Donc, voilà. Oui.
Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Vos présentations étaient vraiment très, très enrichissantes et on vous remercie beaucoup encore. Oui. Est-ce qu'on peut juste en fait faire point sur le fait qu'en fait il y aura un info day de la part de la commission en fait pour le programme de travail de 21. Donc on fait juste un jour pour vous informer de call et des topics. Donc en fait les appels en fait que j'ai appris en français. Donc c'est le 28 juin. Donc vous allez tous le point de référence de National Contact Point va être invité, mais en fait, comme ça, si vous marquez déjà la date, si vous voulez vraiment en savoir plus sur les appels et les sujets qui sont dans le programme de travail de 2021. Donc, c'est le 28 juin qu'on fera ça. Merci beaucoup et bonne continuation. Je dois vous quitter et à la prochaine. Merci beaucoup à vous. Et donc, on va passer la parole à Amadou Mané, qui va vous présenter les 5 destinations un peu plus en détail. Voilà, comme après maintenant que vous avez eu la présentation générale et la stratégie, je vais laisser la parole à Amadou sur, donc je vais lui mettre son premier slide en fait, voilà, les infrastructures en 5 destinations. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez déjà entreaperçu, les infrastructures de recherche représentent un rôle fondamental pour l'Europe, pour les États membres, mais aussi pour toute la communauté scientifique, puisqu'à travers la mise en réseau de compétences et de ressources, on arrive à se servir des infrastructures de recherche comme un catalyseur pour la recherche, mais aussi pour l'innovation. Donc, le programme cadre Horizon Europe a ciblé 5 destinations très précises. Et pour chacune de ces destinations, il y a des objectifs et des enjeux qui sont attendus. Donc, l'idée, c'est de rationaliser et de regrouper les subventions qui sont allouées aux infrastructures de recherche pour faire émerger les priorités qui ont été définies par la Commission européenne. Donc, je vais vous présenter ces 5 destinations dans les grandes lignes, plus en détail que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et ensuite, je passerai la main à Hélène pour qu'elle entre un peu plus dans le détail des appels et qu'elle donne plus d'informations sur le calendrier et sur certains critères d'évaluation qui sont propres aux infrastructures de recherche. Donc la première destination, c'est un peu l'ambition principale d'Horizon Europe, c'est-à-dire que le paysage des infrastructures de recherche, il existe et il s'agit maintenant de le consolider et de le faire évoluer. Et l'ambition majeure, c'est de promouvoir l'excellence de la recherche scientifique européenne. Donc les enjeux, qui sont un peu la raison d'être de cette première destination, ce sont d'abord des défis scientifiques, technologiques et environnementaux qui ont été identifiés. Et on s'attend à ce que les infrastructures de recherche puissent jouer leur rôle dans la réponse apportée à ces verrous technologiques et à ces connaissances qui doivent être développées dans ces milieux qui sont identifiés. Un autre enjeu important, c'est qu'on a constaté que les infrastructures ne peuvent fonctionner efficacement que si elles travaillent en réseau. Donc l'idée, c'est de continuer le travail d'intégration de toutes les infrastructures de recherche pour éviter qu'il y ait un morcellement et une dispersion des efforts. Donc l'objectif, qui sont un peu les impacts attendus et qui sont un peu la réponse par rapport à ces enjeux, c'est qu'il va y avoir un support massif aux infrastructures de recherche de pointe, interconnectées et durables, qu'on va accentuer le volet intégration des infrastructures de recherche à travers des calls qui seront vraiment précis et identifiés. Et on va aussi mettre l'accent sur un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en abondant les infrastructures de recherche de financement, on augmente la qualité des services et des ressources qu'ils proposent et on accroît aussi la visibilité de ces infrastructures. Et de facto, les projets de recherche qui vont être déposés par les utilisateurs seront de meilleure qualité scientifique. Donc c'est un peu pour cette raison-là qu'on parle de cercle vertueux. Pour ce qui est de la mise en œuvre, ça va être finalement la matérialisation de ces objectifs. Donc là, je m'appuie sur certains éléments encore provisoires, car pas encore validés du programme de travail 2021-2022. Je vais décliner quelques appels dans les grandes lignes et ils seront beaucoup plus précisés par Hélène à la suite de ma présentation. Donc, le point important sur cette première destination InfraDev, c'est qu'elle accentue l'aspect ESFRI. Donc, ESFRI, ça a été présenté précédemment par Roberta.
C'est une initiative qui regroupe la Commission européenne, les États membres et des parties prenantes. Et le but de cette initiative, c'est disons, d'assurer la maturation d'infrastructures depuis une phase embryonnaire jusqu'à une phase où elles atteignent une propre capacité juridique et une propre autonomie. Donc cette maturation se fait à travers l'inscription sur une feuille de route européenne qui est ensuite reprise par chacun des États membres. Donc l'InfraDev va supporter le forum ESFRI pour optimiser son fonctionnement. Il va aussi supporter l'inscription de nouvelles infrastructures de recherche qui seront en phase préparatoire, mais aussi financer les infrastructures de recherche qui ont été labellisées dans la feuille de route 2016. Un autre point important sur le call qui est lié à cette première destination, c'est l'accentuation sur la digitalisation et l'accès à distance des infrastructures. Donc, comme vous l'avez entendu par Lina, la digitalisation et l'écologie, l'environnement font partie des priorités de la Commission européenne. Et là, on veut être sûr que les infrastructures puissent être résilientes par rapport à d'autres situations de crise similaires à celles qu'on vit. Et surtout, on veut essayer d'évaluer, de mesurer et de réduire au maximum l'impact et l'empreinte écologique des infrastructures de recherche. Donc ça fera l'objet d'un call spécifique. Comme autre point nouveau, il y aura aussi une coopération qui sera faite entre l'Europe et l'Afrique dans le domaine du climat. Et donc là, l'idée, c'est d'accompagner les infrastructures africaines pour qu'elles puissent monter en compétences et fonctionner un peu en réseau avec les connaissances qu'on a sur les observations atmosphériques et avec des échanges et des transferts de compétences entre les infrastructures pan-européennes et les infrastructures africaines. Donc là, on est encore dans le défi climat, et cette fois-ci avec une coopération qui se veut internationale. Donc pour cet appel-là, il y aura obligatoirement un pays africain comme partenaire du consortium. Pour ce qui est de la deuxième destination, elle a déjà bien été détaillée, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais simplement rappeler que EOSC, donc pour European Open Science Cloud, c'est un peu l'idée de la promotion de la science ouverte pour faire en sorte que le partage des données et le partage des résultats de recherche puissent bénéficier à la communauté scientifique, puissent être réutilisés et puissent faire avancer les connaissances dans plusieurs domaines. Et pas seulement les connaissances d'ailleurs, puisqu'on veut aussi faire des EOSC un levier d'innovation dans certaines thématiques qui ont été bien identifiées. Donc là, les objectifs, ils sont clairs. EOSC existe déjà, et la Commission européenne, à travers cette destination, a la vocation à structurer et à harmoniser les pratiques qui existent en matière de partage de données. Il faut aussi développer l'alignement avec les critères FAIR. Donc, FAIR, cet acronyme qui désigne les données qui doivent être utilisables, accessibles, interopérables, c'est-à-dire qu'il y a énormément de données qui ont des fonctionnements différents. Comment faire pour que les systèmes de données qui sont de nature différente puissent fonctionner ensemble? Et le R pour reusable, utilisable, réutilisable plutôt. Il ne s'agit pas de mettre en ligne des données juste pour le faire, il s'agit vraiment de mettre en ligne des données qui puissent être exploitées derrière. Donc voilà l'acronyme un peu FAIR que certains d'entre vous connaissent probablement, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. Donc la mise en œuvre, quelques exemples sur 2021-2022, donc c'est un financement au partenariat EOSC. Et le point marquant aussi, parmi les appels qui vont être financés par la Commission européenne, c'est qu'on va recourir au système EOSC et au partage des données pour répondre à la lutte contre le cancer et à la lutte contre certains défis sanitaires majeurs. Donc ça, c'est aussi une première et c'est aussi un aspect nouveau sur cette destination-là. La troisième destination, InfraServe. Donc, InfraServe va regrouper tout ce qui relève des accès transnationaux et des accès virtuels. Donc, comme le disait Roberta tout à l'heure, on reprend un peu le soutien qui a été apporté aux infrastructures dans l'ouverture de ces plateformes à différents utilisateurs, européens comme non européens. Et il est clair que c'est une source d'innovation et de développement des conséquences majeures, puisque en fait, il y a vraiment un enrichissement
à travers toutes les communautés scientifiques qui se déplacent, qui œuvrent pour un certain projet scientifique qui est donné, évalué et accepté. Et ces résultats ont vocation, d'ailleurs c'est même une obligation, à être partagés par la suite. C'est pour ça que cette destination 3 regroupe vraiment un enjeu important pour la Commission européenne, mais beaucoup pour la communauté scientifique. La nouveauté par rapport à ce qui existait avant, c'est que là, on va faire un pont direct entre cette destination 3 et le deuxième pilier de la Commission européenne, puisqu'on veut aussi enrichir les accès aux infrastructures en leur donnant une vocation plus liés aux enjeux sociétaux, aux enjeux climatiques, et qui sont vraiment clairement écrits et clairement ciblés. Même si ce ne sont pas uniquement les seules retombées attendues par le financement des accès, c'est quelque chose qui est vraiment bien mis en avant. Donc, ce financement d'accès aux infrastructures va comporter un focus donc, sur 2021-2022 sur le climat, l'économie, la santé, la digitalisation et l'agriculture. Et Hélène détaillera après l'autre volet d'InfraServe. Et comme on le disait, on n'a pas oublié l'aspect recherche exploratoire. Et sur 2021-2022, il y aura un focus sur la géosphère, la biosphère, la physique nucléaire et la physique des particules. Donc on est dans un duo entre les infrastructures qui vont répondre à des défis qui seront ciblés et identifiés, et puis une recherche qui va plus être ciblée sur le développement des connaissances à travers plusieurs thématiques scientifiques qui seront déroulées au fur et à mesure des appels des work programmes. Je profite de la présentation de cette destination pour aborder un point qui fera l'objet d'un webinaire conjoint avec le PCN juridique et financier qui tourne autour du calcul des coûts d'accès transnationaux, des coûts d'accès virtuels et de toutes les problématiques concrètes que nous rencontrons au terrain au jour le jour. Donc ça n'empêche pas évidemment vos questions, mais c'était juste pour vous signaler qu'on fera des webinaires vraiment bien axés sur le calcul et sur les enjeux financiers qu'il y a derrière. Puisque comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui ont déjà eu la chance de gérer ce genre de projet, les questions sont nombreuses et c'est important de savoir quelles sont les règles et quelles sont les attentes de la Commission dans la sécurisation des engagements qui sont pris par les partenaires et les bénéficiaires. La quatrième destination, ce sera finalement le volet innovation. Donc, les infrastructures ont vocation à soutenir tout le continuum de la science, hein, depuis la recherche exploratoire jusqu'au développement technologique qui peuvent être issus des résultats. Et Infratech fait vraiment un focus sur l'aspect innovation et sur tous les développements technologiques. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les infrastructures de recherche puissent faire évoluer le degré de maturité d'un résultat pour le rapprocher au plus possible de sa commercialisation et de son application industrielle. Donc on a vraiment cette vocation innovation et compétitivité qui est recouverte par la quatrième destination. Il y aura aussi un recours plus fréquent à l'intelligence artificielle, notamment par les digital twins, donc les jumeaux numériques, qui sont finalement des répliques d'objets vivants ou non, donc beaucoup utilisés pour des calculs, pour des modélisations. Et on financera aussi de nouvelles générations d'instruments scientifiques qui sont capables d'apporter une réponse concrète sur des problématiques technologiques qui ont déjà été identifiées. Donc, si on doit retenir une chose de cette destination, c'est que destination 4 égale innovation, avec principalement les infrastructures de recherche, mais aussi les infrastructures technologiques. Et pour finir sur ce tour d'horizon des 5 destinations, on a beaucoup parlé de la mise en réseau des compétences. Tout ça doit se faire sur un support, donc c'est l'infranet, qui propose finalement de développer tous les réseaux de connectivité pour accélérer l'échange d'informations et pour le fiabiliser. Donc, par cette destination-là, l'Europe va clairement financer l'augmentation des ressources en bande passante et aussi contractualiser et encadrer l'utilisation du réseau géant. Donc, c'est un réseau de communication qui permet finalement d'échanger des informations. Et avec un réseau plus pérenne et plus solide,
on arrive à une communauté scientifique qui peut échanger avec beaucoup moins de lenteur sur les débits. Et c'est un peu cette destination-là qui sera le levier pour permettre d'arriver à des échanges qui soient beaucoup plus fluides. Donc, je vais maintenant passer la main à Hélène, qui va rentrer un peu plus dans le détail des calls. Elle va vous présenter également les calendriers prévisionnels et quelques critères d'évaluation supplémentaires qui sont vraiment spécifiques aux infrastructures de recherche. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Oui? Très bien, Hélène, il n'y a pas de problème. Bon, bah super. Alors, merci beaucoup à Amadou. Donc, effectivement, en complément de ce qui vient de vous être présenté, et pour voir un peu la façon dont les enjeux et les objectifs des destinations se retrouvent concrètement dans le programme de travail, je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail les appels qui seront lancés en 2021 et plus brièvement ceux qui seront lancés donc en 2022. Alors, encore une fois, ça a été dit déjà plusieurs fois, le programme de travail n'a pas encore été adopté, donc il le sera prochainement. Donc, toutes les informations qui vous seront fournies ici sont à prendre avec toutes les précautions possibles. Hein. Et dans tous les cas, nous vous invitons à consulter les calendriers et les appels de la version définitive du programme de travail que nous mettrons en ligne sur le site horizon-europe.gouv.fr. Alors, pour plus de clarté, les appels vous sont présentés suivant le calendrier, donc en suivant les vagues d'appels. Donc, il y a donc 2 vagues d'appels qui sont prévues en 2021 et 2 vagues qui sont prévues en 2022. Pour chacune de ces vagues, vous aurez retrouvé ces mêmes informations, hein, les dates d'ouverture, de clôture, le nombre d'appels qui sont prévus, ainsi que les budgets associés. Alors, pour la première vague des appels 2021, l'ouverture a été décalée au 22 juin 2021 pour une date de clôture fixée au 23 septembre 2021. 19 appels sont prévus pour un montant total de 225,3 millions d'euros. À noter au passage l'appel de la destination 5 donc, qui vous a été présenté par Amadou, qui concerne le Framework Partnership Agreement hein, pour cet appel de la première vague de géants. Donc, appel qui a été aussi décalé l'ouverture a été décalée également au 22 juin. Alors, pour cette première vague d'appels 2021, il y aura 5 appels dans la destination 1 InfraDev. Ces 5 appels sont des CSA, comme vous pouvez le voir. Hein. Ce sont donc des actions de soutien et de coordination qui sont plutôt destinées au financement des groupes de travail autour de la réflexion stratégique sur le développement et la consolidation du paysage des infrastructures de recherche. Donc, vous voyez par exemple hein, l'appel qui a été mentionné par Amadou concernant l'ESFRI. Et puis, il y a aussi un appel. Excuse-moi Hélène, c'est Amadou, je pense qu'on oui. ne voit pas les diapos. Alors, je ne sais pas si tu as pris le contrôle. Voilà, je me disais bien aussi, c'est pour ça que j'ai eu un petit temps d'arrêt. Je me disais bien qu'il y a eu… Est-ce que vous voyez là, c'est bon? En fait, je crois qu'il y a un problème quand vous prenez le contrôle, mais est-ce que vous voyez donc là le premier salle destination 1 avec un tableau? Oui, slide 18, c'est visible maintenant. Oui, bon, c'est ça. Parfait, alors c'est bon, merci. Bon, bah super. Alors, donc voilà, donc ce sont les 5 appels de la première vague 2021 de la destination 1 InfraDev. Alors, voilà, j'attire là juste votre attention sur 3 appels. Donc, le deuxième qui est consacré au développement des partenariats bilatéraux avec l'Afrique sur la question du changement climatique. Le troisième consacré à l'échange des bonnes pratiques autour des leçons apprises lors de la pandémie hein, pour le développement de l'accès en numérique aux services offerts par les infrastructures de recherche. Ou encore le 5e appel qui concerne le soutien en groupe de réflexion sur les e-infrastructures. Alors, pour ces appels, il y a des acteurs hein, qui sont pressentis, mais vous pouvez être éventuellement concernés par ces appels. N'hésitez donc pas à les regarder. Tous les acteurs pertinents peuvent s'y intégrer. Concernant la destination de InfraEOSC, alors voilà, je vais venir rapidement parce que ça vous a déjà été présenté plusieurs fois. Mais voilà, afin de vous présenter les appels de cette destination,
un rapide retour sur la définition générale d'EOSC. EOSC, c'est une initiative qui offrira aux chercheurs et aux chercheuses un environnement virtuel doté de services ouverts et transparents pour le stockage, la gestion, l'analyse et la réutilisation des données de la recherche au-delà des frontières et des disciplines scientifiques. Alors, comme ce qui a été dit, EOSC, c'est beaucoup de choses finalement. Ça existe déjà puisqu'il y a le portail d'EOSC qui est accessible. Vous voyez ici les accès. Mais EOSC, c'est aussi des entités légales donc, qui sont déjà en activité ou, comme ça a pu vous être mentionné, encore en construction. Donc, vous avez l'association EOSC qui a été légalement créée donc, en juillet 2020 et le partenariat EOSC qui est l'un des 12 partenariats coprogrammés d'Horizon Europe. Alors, voilà, ce rapide retour sur les définitions, pour bien que vous ayez tout ça en tête, permet de décrypter les appels qui sont sous la destination 2 Infra EOSC. Alors, pour cette première vague 2021, il y aura 3 appels en CSA et 3 appels RIA, alors, qui sont subdivisés en fait en 3 catégories. Donc, les 2 premiers appels sont sous la partie destinée à la pratique de la science ouverte et au développement d'une main-d'œuvre à compétences numériques. Ce sont donc 2 CSA qui se consacrent à la construction du partenariat EOSC et au développement institutionnel de la structure EOSC. Le premier appel est dédié à la formation et au développement des compétences numériques liées à la science ouverte dans les carrières, et l'autre appel est dédié au développement et à la coordination des activités du partenariat. Les 2 seconds appels sont destinés à soutenir et développer la plateforme EOSCORE. Donc là, on parle bien vraiment du cœur d'EOSC finalement, qui offre les services à la communauté scientifique, toujours sur le principe de permettre l'accès au web de données et services FAIR. Donc il y a 2 appels ERIA pour cette catégorie, disons. Le premier étant destiné à renforcer et implémenter la politique d'EOSC concernant les identifiants persistants dont on vous a déjà parlé. Et le second appel porte sur le développement de nouveaux services pour exploiter les technologies EOSC sur le cloud et les capacités de gestion de données. Enfin, les 2 derniers appels de cette première vague 2021 concernant EOSC concernent le volet de la construction avec la communauté scientifique d'un web de données FAIR pour la science ouverte. Il y a donc une CSA et une REA. La CSA concerne la mise en place de standards et de cadres pour assurer une large adoption et une mise en œuvre des principes FAIR dans le cadre d'EOSC, donc sur plusieurs instruments, comme vous pouvez le voir, qui sont listés ici. Et la REA concerne plus particulièrement le domaine stratégique du cancer, donc le cancer qui est l'une des missions d'Horizon Europe. Alors sur cet appel, il est attendu que soit financé un projet permettant la réutilisation et l'harmonisation des données autour de la question donc, stratégique du cancer, en ayant des cas d'utilisation qui permettront de démontrer la valeur ajoutée du partage des données de recherche FAIR et ouvertes. Si ces appels vous intéressent, un atelier de préparation des projets en réponse aux appels est organisé par EOSC France, donc le vendredi 11 juin, et vous pouvez vous y inscrire, vous avez ici le lien qui s'affiche. La destination 3, donc InfraServe, donc qui a déjà été évoquée par Roberta. Donc pour les appels de cette première vague 2021 de cette destination 3 InfraServe, il y a 7 appels, 7 RIA qui ont pour objectif de mettre à disposition d'un grand nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices les services offerts par des consortia larges d'infrastructures de recherche rassemblés autour d'une même thématique, tout cela dans le but de produire une recherche d'excellence sur des thématiques ciblées. Donc, on retrouve là aussi ce qui a été évoqué. Les 2 types, en fait, on voit bien que c'est axé donc sur l'impact. Donc, il y a 2 types de topics, les challenge driven, qui sont des appels thématiques qui doivent permettre de contribuer aux objectifs des axes prioritaires de la Commission. Et donc, pour ces appels, des alignements et synergies avec les activités du pilier 2 doivent être développés. Il y a aussi l'idée que les infrastructures de recherche financées dans le cadre de ces appels doivent contribuer pleinement aux missions et aux partenariats d'Horizon Europe. Et il y a les autres types d'infrastructures qui sont nomme Advancing Frontier Knowledge, donc qui doivent favoriser plutôt de nouvelles découvertes et de nouvelles connaissances grâce à l'accès aux meilleures et parfois uniques infrastructures. Donc ce sont des appels avec des thématiques qui sont déjà préalablement identifiées, mais qui sont davantage dédiés à la recherche fondamentale et qui viennent en complément des appels Challenge Driven. Hop.
Alors, pour cette destination 3 InfraServe, donc voilà, hein, qui est l'une des parties dans lesquelles peuvent se retrouver les Infraya, comme ce qui a été voilà, évoqué par Roberta. Alors, je ne vais pas détailler ici les 7 appels, mais je vais plutôt revenir sur les 2 critères en fait, d'évaluation supplémentaires qui s'ajoutent aux critères de sélection habituels, hein, donc excellence, impact et qualité et mise en œuvre, qualité et efficacité de la mise en œuvre. Alors, revenir sur ces critères supplémentaires de sélection vont permettre de vous donner en fait le sens de ces appels et donner une idée de ce que la Commission attend du financement de ces projets. Alors, pour ces projets, va être évoluée la façon donc, encore une fois, c'est une liste non exhaustive. Je vous invite à vraiment regarder dans chaque appel les périmètres et les objectifs de chaque appel. Et là, voilà, c'est pour vous donner une idée générale. Alors, pour ces appels, vont être évalués la façon dont le financement des accès transnationaux et des accès virtuels, donc le cœur hein, de ces appels, donc la manière dont le financement de ces accès va fournir un accès unique à toutes les infrastructures européennes d'intérêt dans le champ de recherche concerné. Donc ça signifie quoi? C'est le volet intégration, hein, ça signifie de pouvoir impliquer dans votre consortium toutes les infrastructures de recherche d'intérêt européen qui existent sur les thématiques et qui répondent voilà, aux besoins identifiés par la Commission. Donc, ça signifie aussi qu'il y a la possibilité pour certains appels d'avoir des infrastructures de recherche issues de pays tiers. Vous avez la liste à chaque fois des pays éligibles qui sont mentionnés hein, dans les appels. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder attentivement le programme de travail. Il y a la coopération également avec les projets financés sous les autres destinations du programme infrastructure. On voit bien le lien EOSC, typiquement, voilà, par exemple, sur la mission sur le cancer, hein, il y a une partie qui se retrouve dans EOSC, il y a une autre partie qui se retrouve ici dans InfraServe. Et il y a également l'exploitation, la synergie et complémentarité avec la cohérence avec les autres projets européens financés donnant des accès à des services. Là, on peut penser par exemple aux infrastructures qui sont financées avec les fonds structure. Financer des accès transnationaux ou des accès virtuels, la Commission attend également en fait, que ce financement permette de fournir un accès à des services de haute qualité. Donc là, ça va être le fournir des services innovants, des activités pour améliorer, personnaliser et combiner les services. Hein. On attend aussi de ces financements des accès qu'ils permettent aux utilisateurs et aux utilisatrices de conduire des recherches d'excellence. Et là, voilà, on retrouve aussi le côté impact avec l'avancée des connaissances répondant à des besoins sociétaux. On voit bien le lien avec les clusters, avec les missions et les autres initiatives européennes internationales. Les autres critères d'évaluation, on va évaluer la manière dont les projets financés vont contribuer à faciliter et intégrer les procédures d'accès. Donc là, il va y avoir la possibilité de financer des formations. Il va y avoir aussi, on va devoir mettre en place des guidelines, des standards aussi pour l'utilisation, pour l'accès. Et on va avoir cette adhésion, donc toujours hein, que les Infraya connaissent bien, au principe de l'European Charter for Access to Research Infrastructures. Les projets financés aussi doivent permettre d'améliorer les services accessibles par les infrastructures et de développer les services en ligne. Donc là, on retrouve ce qui a été déjà évoqué plusieurs fois, qui est le développement des services numériques d'accès. Et puis aussi le management des données, il va falloir être attentif à l'interopérabilité des données, la connexion à des services numériques, hein, par exemple à EOSC. Il va falloir être attentif aussi à faciliter l'accès aux services offerts en développant différentes interfaces offrant des accès sur mesure. Et puis, bien sûr, il va falloir être attentif dans ces projets à la manière dont vous allez communiquer autour des services offerts par les infrastructures, en ciblant voilà, les communautés de recherche, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les industries. Donc, ça passe hein, concrètement dans le projet que vous allez rédiger sur une présentation des listes des services et des installations qui vont être accessibles et du nombre d'unités également accessibles. Donc, voilà pour InfraServe. Donc là, vous avez toutes les thématiques hein, des appels Challenge Driven. Donc, que je ne vais pas redire. Et sur cette slide, vous avez les 3 topics 2021 qui sont dans la catégorie des Advancing Frontier Knowledge, donc géosphère, biosphère et physique des particules et nucléaires. Enfin, dernier appel de cette première vague 2021, c'est un appel ERIA de la destination 4 Infratech. Donc, destination 4, hein, comme vous l'a dit Amadou, qui est très axée sur l'innovation, dans lequel aussi peuvent se retrouver
certaines activités qui étaient auparavant financées dans les AFRAIA. Donc, pour cet appel 2021, il s'agit de développer les Digital Twins, hein, comme ça a été évoqué déjà. Les activités financées devront permettre d'atteindre un niveau TRL de minimum 6 et pour être intégrées dans les activités opérationnelles des infrastructures de recherche existantes ou les OSC plateformes. Donc, il y a une approche aussi en co-design qui est attendue avec les utilisateurs et les utilisatrices, ainsi que l'application à divers domaines scientifiques et disciplinaires. Alors, j'en ai terminé pour la présentation de cette première vague d'appel 2021. Pour la seconde vague d'appel 2021, donc l'ouverture est prévue en 30 septembre 2021 pour une clôture fixée au 20 janvier 2022. 2 appels sont prévus pour un budget total de 43,5 millions d'euros. Et les 2 appels de cette deuxième vague 2021 sont donc des appels infradev. Ce sont 2 CSA. Et donc, le premier doit permettre de financer les phases préparatoires des nouvelles infrastructures de la feuille de route ESFRI 2021. Et le second appel doit permettre de financer la phase d'implémentation des infrastructures de la feuille de route 2016. Pour ce qui est du programme 2022 des appels, sur lesquels je passerai un peu plus rapidement, une première vague d'appels est prévue avec l'ouverture le 19 janvier 2022 et une clôture le 20 avril 2022. 6 appels sont prévus pour un budget total de 161,8 millions d'euros. Alors, donc un appel infradev qui est prévu au début donc sur cette première vague 2022. Donc, sur infradev, après la mise en place de groupes de réflexion et de travail et la consolidation du paysage des esprits en 2021, on va donc avoir maintenant une phase d'ouverture à de nouvelles infrastructures avec cet appel qui doit permettre le développement de concepts de la prochaine génération d'infrastructures de recherche d'intérêt européen. Donc cet appel est l'équivalent au Design Studies pour celles et ceux qui sont familiers du programme sous Horizon 2020. Il y a 4 appels EOSC via lesquels on continue à renforcer la diffusion des pratiques de la science ouverte et de la formation numérique avec 2 appels. Un premier appel qui est consacré au développement d'outils pour renforcer les pratiques liées à la science ouverte et à leur évaluation. Et un appel qui concerne plus particulièrement le développement d'outils pour favoriser les publications en open access. Et on continue aussi sous EOSC à construire avec la communauté scientifique le web des données FAIR pour une science ouverte, avec donc le même type d'appel que nous avions pour la mission cancer en 2021, mais là qui porte sur le soutien à la santé des océans, mers, côtes et mer intérieure, et un autre appel permettant de continuer la mise en place des standards, les spécifications et recommandations FAIR pour les données de la recherche, les publications de la recherche et les logiciels. Le dernier appel de cette première vague 2022, c'est un gros appel de la destination Infratech avec 11 projets qui seront financés pour un montant total de 110 millions. Donc, ces projets devront permettre la recherche et le développement de nouveaux instruments, d'outils et de méthodes scientifiques qui amélioreront la mise à disposition de services avancés, devant conduire les infrastructures de recherche à soutenir de nouveaux domaines de recherche ou de plus grandes communautés d'utilisateurs et d'utilisatrices, industriels inclus. Donc, l'idée là, c'est d'avoir des consortia qui doivent être construits autour d'un minimum de 3 infrastructures de recherche de classe mondiale, ainsi que des industriels, pour promouvoir l'innovation, donc l'innovation, comme l'a mentionné Amadou, dans cette destination qui est primordiale, et le partage de connaissances au travers du co-développement de nouvelles solutions technologiques pour les infrastructures de recherche. Et enfin, et c'est bien le dernier, un dernier appel de la dernière vague 2022, avec une ouverture fixée au 1er juin 2022 et une clôture au 21 septembre 2022. Il y a un seul appel qui est prévu pour un montant total de 38 millions d'euros. Et cet appel concerne l'infrastructure de recherche eBrains sur le domaine des neurosciences. Et pour finir, vous retrouverez ici des liens vers les descriptifs complets des appels, les calendriers, et ainsi que des liens afin de trouver des partenaires, donc Catrice qui est le catalogue des services offerts par les infrastructures de recherche et un outil qui est proposé par la commission de recherche et de partenariat. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je crois que nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Exactement. Donc, merci Hélène et Amadou pour cette lecture attentive et commentée, synthétique du programme de travail 2021-2022.
Donc, il y a eu beaucoup de questions là sur le chat. On ne va pas pouvoir y répondre à toutes. Enfin, on va prendre quand même un petit peu de temps là pour répondre à des questions. Et bien, on les reprendra toutes et on fera de toute façon, on s'en servira de base pour faire un FAQ qu'on complétera aussi par d'autres questions, dont celle dont a parlé Amadou sur la TNA et sur les coûts, etc. Et donc, la première question, elle est peut-être... donc, il y a une question qui est revenue 4 fois, donc c'est la première que je pose, et elle va peut-être concerner Elena plutôt, parce que c'est une question, en fait, qui est posée sous diverses formes, sur comment, quand on n'est pas Esprit, comment, quand on est une infrastructure qui n'est pas dans la feuille de route Esprit, comment on postule et comment on est dans Horizon Europe. Elena, je crois que c'est pour toi, ça. Oui, bon, je ne sais pas, c'est quelle question exactement, Pascal? Donc, général, si tu pourrais me la retrouver, comme ça, je peux répondre plus Voilà. exactement. Mais généralement, bien sûr, on peut, il y a, comme vous avez compris, les appels ciblés pour les infrastructures Esprit. Donc, c'est-à-dire soit pour les nouvelles infrastructures qui seront inscrites maintenant sur la feuille de route Esprit en 2021, soit pour les infrastructures qui sont déjà sur la feuille de route Esprit depuis 2016. Donc, ça va être, ce seront les écoles ciblées qui aident au développement de ce paysage européen des infrastructures de recherche. Maintenant, pour toutes les autres destinations et les autres appels, c'est certainement ouvert à toutes les configurations. Ce qui est important, c'est que il y a les acteurs majeurs et il y a la couverture pan-européenne, il y a les enjeux européens et peut-être même plus larges qui sont traités par ces infrastructures. Donc, important, c'est que les projets proposent peut-être de nouvelles approches, peut-être des nouvelles idées. En fait, dès que vous avez un nombre important de vos partenaires qui traitent les questions qui sont décrites dans les appels à projets, vous pouvez certainement candidater à ces appels. Essayer d'intégrer au maximum possible les acteurs majeurs dans ces domaines. Et je pense que le plus vous avez d'idées nouvelles dans vos projets, le mieux c'est pour avoir du succès dans ces appels. Bon, en général, c'est à peu près ça. Après, il faut peut-être avoir une question précise, Pascal. Je ne sais pas où. En fait, la question précise, c'était est-ce que quand on n'est pas Esprit, on peut postuler sur le programme de travail? Donc, tu réponds. Oui, en fait, bien sûr, on peut. En fait, si vous voulez, comme je dis, pour Esprit, il n'y a que deux créneaux qui sont ciblés. Voilà. En fait, je pense que ça vient de l'inquiétude de la disparition de Infraia, comme d'habitude. Voilà. Je pense que Roberta a bien expliqué qu'en fait, ce n'est pas disparu, c'est un peu dispersé maintenant avec l'objectif justement de mieux consolider ce qui existe. Et d'ailleurs, comme a dit rapidement Hélène dans sa présentation, en 2022, on va avoir un appel pour des nouvelles idées, pour des nouvelles infrastructures potentielles. Mais il faudra bien réfléchir avant de candidater et bien voir la formulation de l'appel. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui est pour la destination 4, et en fait, ça rejoint aussi le topic Infratech. Est-ce que des laboratoires appartenant à un réseau Infra-IA peuvent être considérés collectivement comme une World Class Research infrastructure, même s'ils n'ont pas d'entité légale, ERIC ou ASBL? C'est toujours un peu la même question, c'est quelles sont les conditions en fait pour participer, pour être considéré comme une infra ou voilà. Donc c'est la question qu'on nous pose très souvent ce dernier temps. Écoutez, par rapport à Horizon 2020, globalement aujourd'hui, rien n'a changé. Donc on peut organiser son consortium. Certainement, le coordinateur de consortium, il doit avoir la structure légale et il doit avoir la personnalité morale. Les autres partenaires, ils signent dans ce cas un accord
avec le coordinateur. Et certes, vu les volumes de projets qui sont probablement plus importants en Horizon Europe que dans le Horizon 2020, ça rend le système encore plus complexe pour les déposants. Oui, mais sinon, les règles n'ont pas tellement changé depuis Horizon 2020. Et d'ailleurs, je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore en ligne, mais bientôt, vous allez avoir en ligne le modèle de Grant Agreement annoté avec les précisions. Et vous verrez comment cette question sera traitée exactement dans ce template. Et il faut vous dire aussi que ce n'est pas que la question concernant les infrastructures de recherche, mais globalement, c'est une question qui doit être traitée d'une manière plus générale, plus large, dans le cadre de programmes de travail général de Horizon Europe. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, un Integrated Grant Agreement n'est pas encore sorti, parce que je pense qu'il y a encore les derniers détails qui doivent être précisés au niveau de la Commission européenne. Voilà. Alors après, on a eu plusieurs questions sur la science ouverte, mais Volker a répondu dans le chat en direct. Il y a eu quelques questions un peu plus pratiques aussi sur le Royaume-Uni. Bien sûr, ils peuvent encore postuler, mais c'est pareil, normalement, dans les webinaires juridiques et financiers, il y a à chaque fois la question du Royaume-Uni est traitée. Ensuite, j'ai une question qui va être plutôt pour Amadou, s'il veut bien tenter d'y répondre, puisque c'est sa spécialité. C'est le montage de projet est fondamentalement différent entre H2020 et Horizon Europe. Est-ce que c'est vrai, Amadou? Alors, fondamentalement différent, je ne vois pas ce qu'Audrey Richard a voulu signifier. Le montage en lui-même, les règles de participation, les règles d'éligibilité, elles sont vraiment sensiblement les mêmes. Maintenant, c'est pour peut-être le côté pratique par rapport au site de la Commission européenne, et notamment avec une problématique sur les entités affiliées, où là, effectivement, on a eu quelques soucis d'intégration de ces entités-là. Et au niveau aussi des informations qui sont demandées dans les différents formulaires. Donc peut-être que le montage en lui-même, pour ce qui est du fond et du contenu de la substance, ne change pas tant que ça. Il y a quelques règles d'éligibilité qui changent, mais voilà, ce n'est pas fondamental. Mais d'un point de vue pratique, effectivement, je reconnais qu'on est en train d'essuyer les plâtres par rapport à la technique. Donc moi, je partage le point de vue d'André Richard sur la technique, mais comme on est en début de programme cadre, on peut espérer que ça va s'améliorer avec le temps. Voilà. Et bon, en fait, il y a beaucoup des questions qui tournent autour de cette inquiétude, en fait, de savoir comment on se positionne en particulier. Par exemple, j'en ai une. Oh là là. J'ai des airs perdus là. Oui, comme par exemple, c'est Audrey Richard toujours qui dit la Commission a encouragé pendant des années la formation d'infrastructures distribuées avec un niveau de coordination élevé, mais la réponse au call ne s'appuie pas du tout sur ce niveau d'intégration et de collaboration entre les partenaires. BRI, par exemple, une infrastructure avec 15 services providers ne peut pas postuler en tant qu'entité unique. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'inquiétudes sur ces points-là. Elena peut-être peut répondre. Oui, écoutez, comme ça a été présenté tout au début de notre webinaire par les invités de la Commission européenne, nous avons aujourd'hui un peu un autre objectif général de Horizon Europe. L'objectif, c'est de capitaliser sur ce qui a été fait et d'aller plus loin ensemble. Les projets, ils doivent être plus inclusifs. Ils doivent intégrer en fait tous les partenaires qui existaient peut-être jusque maintenant et chacun faisait un peu sa recherche et ses activités dans un certain domaine.
l'objectif aujourd'hui, c'est de réunir tous ces partenaires ensemble et de faire face aux défis ensemble. Donc, c'est pour ça que, effectivement, peut-être une infrastructure avec 15 partenaires ne peut pas postuler comme une entité unique, parce qu'aujourd'hui, on demande que ça soit quelque chose de plus large. Et donc, c'est 15 partenaires, ils doivent faire partie de ce projet plus intégré. En fait, c'est l'idée aussi de ce programme, de ce nouveau programme cadre. Donc, c'est pas démembrer. Au contraire, l'objectif de ce programme, c'est de réunir tous les partenaires ensemble, de les faire intégrer, adhérer au même objectif et d'aller ensemble vers tous ces défis. Merci. Alors enfin, j'ai une question. Alors je ne sais pas qui peut y répondre. C'est peut-être Volker qui demande le lien entre les appels Euro-HPC et les appels Horizon Europe pour comprendre l'articulation entre EOSC et le calcul de performance. Oui, ça c'est une question récurrente. Alors, comme Philippe savait, nous sommes en train de finaliser les activités ou les financements pour Horizon Euro-HPC. Et c'est nécessaire maintenant de commencer avec cette discussion, comme nous pouvons connecter les deux mondes, Euro-HPC et EOSC. Ça, c'était un peu long de faire ça parce qu'il y avait cette transition pour les EOSC, il y avait toutes les discussions au Euro-HPC. Voilà, je crois maintenant nous sommes prêts pour commencer vraiment avec cette discussion et aussi peut-être d'avoir une focus sur ça quand nous discutons les prochaines work programs. Il y avait aussi cette question quand le prochain work programme est discuté. Alors ça commence, je crois, à la fin de cette année avec les vraies discussions sur le work program 23 et plus. Oui, comme d'habitude, été 2022 avec la décision novembre 2022. Voilà, comme ça tu as répondu à deux questions à la fois. Merci Volker. Oui, il y a des questions effectivement aussi sur la taille des partenaires, entre les gros projets, les petits partenaires, comment tout ça va s'organiser. Il y a pas mal de questions sur ce thème-là. Par exemple, en fait, là, c'est plus spécifique. Alors, c'est peut-être Amadou ou Hélène qui peut répondre sur l'organisation de la partie A et de la partie B. Tous les partenaires, y compris les entités affiliées, comptent administrativement et les consortiums grossissent très vite. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée pour répondre à cette question. Peut-être Amadou. Je peux y répondre, Hélène, sauf si tu... Parce qu'en fait, ça va dans... Non, vas-y, ça va dans le sens de ce que tu es, ok, tout de suite, justement. Oui, ça va dans la continuité de ce que je disais sur ma première réponse, c'est-à-dire que le gros problème qu'ont rencontré les établissements de recherche et les universités, c'est sur la déclaration des entités affiliées, parce qu'effectivement, dès qu'on en déclare une, elle apparaît comme un partenaire et ça grossit la taille du consortium inexorablement. Et en plus, lorsque ça arrive a posteriori, à quelques jours ou quelques heures de la deadline, ça demande à retravailler le proposal. Donc ça, comme je le disais, mais peut-être que ma réponse et ce message se sont croisés, c'est un problème qui a bien été identifié et la Commission européenne a eu beaucoup de signalements sur cette contrainte-là. Donc on ne sait pas si ça va changer et comment ça va changer, mais en tout cas, des personnes sont à l'œuvre pour y travailler. Ok, merci Amadou. Alors après, il y avait des questions sur comment... Il faut que j'essaye de retrouver la question parce qu'en fait, du coup, mon chat, il est tellement rempli maintenant que j'arrive plus à retrouver ce que je voulais poser comme question. Oui, on peut participer à plusieurs appels, ça c'est clair.
il y avait des questions sur des complémentarités, par exemple en infraserve et infratech. Je ne sais pas si Hélène, elle a vu ça. Oui, alors... J'essaie de la retrouver, mais je n'ai pas la question. Alors, encore une fois, en fait, l'idée, voilà, c'est... Y aura-t-il une complémentarité des thématiques entre infratech et infraserve? Par exemple, infraserve en urgence a lancé la lutte contre les variants SARS-CoV-2, et est-ce que ce sera suivi par un infratech maladie infectieuse, pardon. Alors, sur les infratech, vous voyez, il n'y a pas de thématique. Hein, donc, c'est vraiment... Sur infratech, par exemple, c'est vraiment le financement d'activités pour des JRA, hein, des anciens JRA, pour développer des instruments et des outils pour permettre d'améliorer en fait les infrastructures. Donc là, il n'y a pas de thématique. Donc ça dépend des instruments que vous pouvez, que vous voulez améliorer ou que vous souhaitez développer pour Infratech. Donc les deux appels, Infraserve par exemple et Infratech, ne sont pas du tout sur le financement de même type d'activité. Infraserve, on finance l'accès aux services sur des thématiques données, effectivement. Infratech, on développe en fait des instruments pour les infrastructures de recherche. Donc là, il n'y a pas de thématique ciblée. Donc après, a priori, si vous avez besoin de développer un instrument, une méthode spécifique, voilà, qui est très innovante, vous pouvez aller a priori sur Infratech. On peut peut-être aussi profiter du fait, si Roberta est encore avec nous, et poser cette question à Roberta. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. J'ai même pas regardé en fait. Oui, je suis là. Ah, ben alors Roberta. Et je dois dire que c'est très intéressant les questions que les participants sont en train de poser aussi pour nous. Et je pense, Elena, que bientôt, une des prochaines réunions du comité, il faut probablement discuter avec vous, les délégués dans les programmes comités, un peu l'expérience que les participants sont en train de faire sur les programmes et comprendre un peu les difficultés et s'il y a des ajustements à faire. Sur la question Infratech, effectivement, Infratech, c'est un topic complètement bottom-up parce qu'on demande aux infrastructures de recherche de bien expliquer leurs besoins point de vue technologique et nouvelle instrumentation scientifique. Donc, je pense à quoi il faut faire attention quand on présente un projet. On voudrait que la nouvelle instrumentation scientifique puisse, d'un un côté, permettre à la recherche de bien progresser, donc montrer que l'instrumentation est quelque chose qui fait avancer la recherche, que le niveau compétitif européenne est gardée aussi grâce à la nouvelle génération d'instruments et de méthodes scientifiques. Et aussi, la nouvelle instrumentation, c'est important de montrer qu'elle puisse générer, développer des nouveaux types de services dont toute la communauté scientifique dans l'un ou l'autre domaine peut bénéficier. Je dois dire qu'il y a aussi, Roberta, quelques questions sur cette notion de service et le non-service qui le non-service, ça plaît pas. Voilà. Oui, ça plaît pas. Oui, mais moi je pense que je pense qu'il faut pas les considérer en termes de jugement. Effectivement, la nature du programme infrastructure de recherche est complètement différente des autres programmes parce que nous ne finançons pas des projets de recherche, mais dans les programmes Research Infrastructures, on veut mettre à disposition tout un
un capital de connaissances, un capital d'instrumentation, un capital scientifique est mis à disposition de la communauté scientifique. Et comme l'accès, c'est très limitatif comparé à toute une série de services qu'effectivement les infrastructures de recherche peuvent fournir à la communauté scientifique, on a trouvé cette définition de Research Infrastructure Services beaucoup plus ample qu'une simple référence au Access Provision. Parce qu'il y a aussi toute la partie, et ça il ne faut pas l'oublier, une partie importante par exemple, c'est la partie qui accompagne la formation des chercheurs qu'ils puissent accéder, qui décident d'accéder aux infrastructures de recherche pour leur activité. Et pas seulement ça, toute la partie technique, l'assistance fournie à quelqu'un qui doit utiliser des instrumentations techniquement particulièrement difficiles à utiliser. Donc, c'est beaucoup plus ample que le concept d'accès. Merci Roberta. Alors, une autre question qui était question sur la destination 1, le gap entre InfraDev 01 Design Study et InfraDev 02 R&D est très important et ce passage nécessite d'être dans la liste ESFRI. Y a-t-il des études pour le devenir des projets InfraDev Design Study? Quelle fraction passe à la phase InfraDev 02? Donc là, c'est pour Elena ou Roberta, comme vous voulez. Ben, déjà, ce n'est pas obligatoire passer par des design studies pour devenir des ESFRI. Donc, ça, c'est une première considération. Il y a des infrastructures de recherche qui ont soumis directement à ESFRI la proposition pour être considéré ESFRI Projects. Donc, ce n'est pas un réquisit obligatoire. Le concept development. Ça pourrait être intéressant parce que ça permet de faire toute une série d'évaluations, pas seulement scientifiques et techniques, mais aussi en termes de faisabilité financière plutôt que légale, les possibles options en termes de futures entité légale ou bien d'identifier des autres partenaires qu'ils pourraient faire partie de cette expérience. Donc, ce ne sont pas deux steps un après l'autre obligatoires. D'accord, merci. Et puis, on a... Ah oui, on avait une question mais auquel on vient juste de répondre sur le chat, c'est pour comment on calcule le TRL d'un digital twin. Alors là, c'est plutôt pour Volker peut-être, alors. Juste rapidement. Non, je n'ai pas une réponse. Je crois Philippe connaît ça aussi, que nous n'avons pas une réponse directe pour ça. Ah, d'accord, justement. OK. Bon, après, ça, c'était plutôt du coup du côté de l'INA, ça, comme question pour la commission. Donc, bon, voilà. Alors après, je pense que je n'ai pas exactement posé toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup, mais on va tout reprendre tranquillement avec les membres du PCN et on va essayer de vérifier si on a à peu près répondu. Parce qu'après, il y a eu des réponses qui ont été inclus dans certaines réponses finalement, comme par exemple quand est-ce qu'on discute du prochain programme de travail. Ça a été répondu justement par Volker. Donc, c'est d'ici la fin de l'année 2021 et fixé vers en 2022. Donc, ça, on interagira ensemble, j'espère, d'ici là encore entre les membres du PCN et puis toute la communauté. Voilà, comme il est midi moins le quart et qu'on avait prévu 1h30, on va peut-être s'arrêter là. On va essayer de répondre aux questions qui ont été posées dans le chat et auxquelles on n'a pas apporté de réponse là aujourd'hui parce que j'ai pas tout bien vu. Et puis
N'hésitez pas, bien sûr, à nous poser vos questions quand c'est des questions vraiment spécifiques sur votre projet et sur votre communauté, sur vos questions, vos propres questions. Ben, le mail, toujours pcn-infra, d'ailleurs, que j'ai mis sur la dernière slide. Hop, si vous le voyez, ben, nous sommes à votre écoute et nous sommes là pour répondre à vos questions ou même vous donner quelques rendez-vous téléphoniques particuliers sur vos projets. Voilà. Elena, tu veux conclure? Oui, vas-y. Pardon, parce que excuse-moi. Non, vas-y, je te laisse la parole. Je voulais juste préciser que surveillez notre site du ministère que nous allons mettre à jour régulièrement. Donc, vous allez avoir toutes les informations pertinentes. Nous allons aussi organiser des webinaires. Notre PCN maintenant, il est au complet. Et nous allons pouvoir attaquer ce nouveau programme cadre et vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Et donc, nous allons organiser d'autres webinaires avec les objectifs peut-être plus précis de cortiquer un peu plus les appels qui seront ouverts prochainement. Donc, surveillez le site, restez vigilants. Nous allons essayer de vous informer autant qu'on peut en activant tous les réseaux d'influence. Et donc, voilà, on vous donne un rendez-vous probablement à la rentrée pour un autre webinaire. Voilà, oui. Et exactement. Donc, on va mettre les choses sur le site. Et puis aussi, lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire, vous avez répondu à la question que nous sommes que la loi nous oblige à vous poser à cause de la RGPD, si vous voulez recevoir nos informations. Donc, ceux qui ont répondu oui, en fait, on leur enverra des informations directement aussi par mail quand on fait des campagnes mail. Voilà. Et je vous remercie tous. Je remercie particulièrement aussi Roberta et Lina qui n'est plus là, mais d'avoir participé à ce webinaire. Je crois qu'il était assez riche, qu'on vous a donné beaucoup d'informations. Merci à Madou et Hélène qui ont bien épluché le programme de travail pour vous l'expliquer. Merci Elena, Volker et tous pour vos réponses aux questions. Et nous attendons vos questions par mail. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.